Bonjour à tous, merci d'écouter ce podcast. Aujourd'hui, je reçois un invité super, qui s'appelle Jean-François Bandé. Il vient du milieu des arts martiaux et s'est reconverti dans la gastronomie, jusqu'à créer un énorme succès avec ses boulangeries Bohémie. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment on entreprend dans un secteur où l'on n'est pas expert, comment on gère et manage une équipe avec plusieurs collaborateurs, et enfin, comment on passe des arts martiaux au domaine de la gastronomie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je demande toujours à mes invités de se présenter et de commencer par l'une de vos passions. Je pense savoir un peu laquelle est l'une de vos passions, c'est peut-être les arts martiaux et le sport. Tout à fait, oui, vous avez un peu spoilé ma réponse. Donc, tout à fait. Enfin, moi, j'ai deux passions qui m'occupent pas mal. C'est à la fois le sport et la gastronomie. Et j'ai eu la chance de créer des sociétés dans les deux domaines. Donc, c'est toujours bien de travailler dans ce domaine qu'on apprécie. Pour les personnes qui écoutent ce podcast qui ne connaissent pas les arts martiaux, il y a une marque que vous avez créée qui s'appelle Venom, que je connais très bien parce que je suis aussi un fada des arts martiaux. Pour situer un peu le Venom, c'est un peu comme si Nike sponsorisait la NBA, quoi. Et c'est une marque qui est internationalement connue. Comment vous avez fait pour passer des arts martiaux à la gastronomie? C'est c'est toute une histoire. Donc moi, je m'appelle Jean-François Bandé, donc j'ai 46 ans. Effectivement, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Et j'ai commencé sur un premier projet, donc effectivement qui s'appelle Venom, qui est une marque de sport de combat. Alors on a commencé tout petit, hein, dans un petit bureau de 10 mètres carrés. On a commencé à vendre du matériel d'abord aux Parisiens, puis ensuite aux Français, puis ensuite on s'est développé à l'international. Et petit à petit, on a commencé à sponsoriser ici et là des combattants. Certains étaient combattants, notamment à l'UFC, qui est effectivement une sorte de NBA des sports de combat. Donc c'est la Ligue mondiale des sports de combat. Et petit à petit, on s'est développé, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Venom soit effectivement le sponsor officiel de l'UFC et sponsorise par défaut tous les combattants de l'UFC. Ah, c'est fou, c'est fou. Enfin, l'histoire est folle. Enfin, pourquoi avoir choisi le sport et les arts martiaux comme passion, presque je dirais un peu un art de vivre? Alors en fait, moi j'étais fan d'arts martiaux, mais en tant qu'amateur. Je me suis associé avec un ancien collègue d'IBM que j'avais rencontré chez IBM quand je travaillais encore là-bas, qui lui était plus avancé puisqu'il était ceinture noire de karaté. Et donc on a commencé dans ce milieu-là un peu comme ça, mais moi j'étais vraiment un amateur, j'étais pas du tout un expert des arts martiaux. Et ensuite, je dirais même que la passion des arts martiaux a grandi avec le projet, puisque j'ai appris à mieux connaître les sports, les différents athlètes. Et pendant plus de 8 ans, j'ai eu l'occasion de vivre au plus près de ces gens-là. Et ça m'a fait que renforcer ma passion pour les arts martiaux. Wow. J'ai vraiment l'impression que le sport est hyper important dans tout domaine qu'on entreprend, que ce soit l'entrepreneuriat, même la gastronomie. Je pense que c'est des valeurs qui peuvent nous suivre dans notre future carrière. Oui, le sport, on retrouve plein de choses dans le sport. On retrouve effectivement dans l'entrepreneuriat, l'effort, l'envie de se dépasser, la compétition. Donc on retrouve plein de valeurs dans le sport qu'on retrouve aussi même dans l'entrepreneuriat. Ah ouais, non mais clairement, clairement. Comment on fait pour devenir un bon chef et en même temps un bon chef d'entreprise? C'est une, c'est une bonne question. Déjà, la première chose, je pense que ce serait de savoir qu'est-ce qu'un bon chef et un bon chef d'entreprise. Je pense que si vous posez la question à 10 entrepreneurs, vous aurez 10 réponses probablement différentes. Est-ce que c'est quelqu'un qui dirige une société qui a du succès? Est-ce que c'est quelqu'un qui dirige une société où les employés sont heureux, travaillent bien, se développent bien? Il y a plein de façons de voir ce que c'est un bon chef d'entreprise de façon économique, humaniste, sociale, etc. Donc la vérité c'est que c'est un petit peu tout ça. Après je sais pas, moi je connais pas de règles pour être un bon chef d'entreprise. Je trouve que c'est un peu être comme un bon parent, c'est-à-dire on essaye de faire ce qu'on peut du mieux possible et on espère qu'à la fin ça se passera bien. Mais après on sait jamais vraiment, je pense, si on est un bon chef d'entreprise ou un mauvais. Moi après si je devais comme ça identifier quelques points clés, le premier je pense que ce serait la curiosité. C'est-à-dire pour être un bon chef d'entreprise, il faut s'intéresser au monde qui vous entoure. Il faut sortir un peu de sa zone de confort. Il faut essayer d'aller se renseigner, voir ce qui se fait ailleurs. Alors ça peut être en voyageant, ça peut être en rencontrant des gens, en lisant des livres. Il y a plein de choses à faire, mais il faut toujours alimenter sa curiosité pour avoir des nouvelles idées.
Euh, et je pense que ce qui est intéressant aussi, enfin en tout cas moi je le perçois comme ça, c'est important d'avoir été salarié avant aussi, parce que ça permet de voir un peu les deux côtés du miroir. Et le fait d'avoir été salarié, ça vous permet de voir comment les gens vont vous percevoir demain. Et je trouve que c'est quand même intéressant. Après, il y a plein de gens qui créent des entreprises dès le départ sans avoir été salarié et qui y arrivent très bien. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu cette vision-là du salarié. Euh, et ensuite, je pense que c'est l'expérience, c'est faire plein de choses, tenter des choses, se planter parfois, et surtout essayer d'apprendre pour pas renouveler les mêmes erreurs. Et je pense que c'est avec l'expérience que vous devenez un chef d'entreprise. Je pense pas que vous soyez un grand chef d'entreprise à 22, 23 ou 25 ans. Et je pense qu'il faut forcément un petit peu de temps pour mûrir et pour alimenter son expérience. C'est hyper profond comme vision, parce que je vais revenir à quelque chose qui me parle, c'est justement dans le discours un peu d'entrepreneur ou de chef d'entreprise, il y en a très peu qui disent j'ai commencé salarié, et vous conseillez justement d'être passé par le salariat. C'est euh, c'est c'est un avantage ou Ouais, c'est... enfin après, conseiller, je sais pas si, je pense que chacun a son chemin et il y a plein de façons. Mark Zuckerberg, il n'a pas été salarié et ça lui a bien réussi. Donc, mais après, c'est vrai que pour des gens, on va dire normaux, parce que je pense pas être un génie et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de génies sur Terre. Pour des gens normaux, je trouve que c'est intéressant. Enfin, on parlait tout à l'heure de la curiosité, le fait d'être salarié, ça vous permet aussi de voir d'autres choses. Donc plus vous voyez de choses, plus ça vous enrichit et plus ça fait de vous un chef d'entreprise complet et performant, je pense. Ça, je suis totalement d'accord. Et surtout, la curiosité, ça revient souvent chez les gens qui entreprennent, qui font des choses. Être curieux, j'ai vraiment l'impression que, enfin, vous pouvez avoir des idées sur plein de choses, mais la force de la curiosité, vous pensez que c'est vraiment une compétence à développer? Je pense même que c'est dans la nature même du chef d'entreprise, parce que si vous créez une entreprise, c'est quelque part vous allez un peu dans l'inconnu. Il n'y a pas un chef d'entreprise sur Terre qui va vous dire oui, je sais où je serai dans 5 ans. Donc quelque part, je pense que si vous n'êtes pas curieux, vous n'êtes pas créateur d'entreprise. Donc je pense que c'est à la fois c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et je pense que la plupart des chefs d'entreprise sont de toute façon de nature curieuse. Ouais, non, complètement. D'ailleurs, par rapport à ça, il me semble que vous avez fait une formation à Ferrandi, en fait. Vous avez fait une reconversion professionnelle. Donc, déjà, il y avait cette volonté de sortir de zone de confort et en même temps de curiosité. Quand j'ai décidé effectivement de passer des arts martiaux à la gastronomie, c'est deux univers qui sont quand même assez différents. Et je pense que quand vous vous lancez dans un nouveau projet, c'est très important d'y aller avec modestie et de savoir surtout ce que vous ne savez pas. Et donc moi c'est simple, en gastronomie, j'avais quitté à apprendre. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de revenir à l'école et pendant une année de repartir sur les fondamentaux, d'apprendre les bases pour pouvoir partir sur ce nouveau projet avec quand même un minimum de bases acquises. Ah, déjà, la démarche, il y a une démarche d'humilité presque. Parce que vous pourriez vous dire, je sais tout faire, et au final, non, vous vous dites, non, je vais aller dans quelque chose que je connais pas, que je maîtrise pas, et je vais avoir l'humilité de me former. C'est pareil, je pense pas. Alors, on parlait des qualités du chef d'entreprise, je pense que l'humilité en fait partie. C'est un métier dans lequel vous allez pouvoir avoir beaucoup de succès. Vous avez aussi beaucoup d'échecs. Les deux vont ensemble de toute façon. Et donc, il faut être humble. Effectivement, parce que l'humilité, ça vous fait apprendre, ça vous fait vous remettre en question. Je pense que quand vous commencez à plus être humble, c'est un petit peu le début de la fin pour le chef d'entreprise. Waouh, ça c'est tellement puissant comme discours, mais ça je suis tellement d'accord avec ça. Ah non, ça c'est fou. Et ben justement, j'ai une question par rapport à ça. Vous savez, sur le podcast, on parle aussi un peu de management et de gestion d'équipe. Et je voulais savoir, est-ce que c'est pour vous, c'est une compétence qui est importante à développer, le management? Oui, alors bien sûr c'est très important et c'est d'autant plus important en fait que l'équipe grandit. Donc au début c'est simple parce que vous êtes 5-10 personnes et donc tout se fait de façon assez presque intuitive. Vous pouvez communiquer avec les gens, vous pouvez les manager, vous pouvez les former, vous pouvez avoir les retours de vos équipes. Ça c'est très simple. Par contre, plus l'équipe grandit et plus ça devient difficile. Ça devient difficile à partir du moment où vous pouvez pas voir tous les jours tout le monde. Et puis après, vous avez d'autres étapes, c'est quand vous pouvez pas voir tout le monde chaque semaine. Et puis ensuite, quand vous pouvez pas, même quand vous connaissez pas forcément tout le monde dans votre entreprise. Donc plus l'entreprise grandit, plus le management devient clé. Parce que vous, en fait, vous allez perdre un petit peu le lien avec toutes vos équipes. Et vous n'allez pas forcément le percevoir en tant que chef d'entreprise. Parce que vous êtes à fond, vous allez
vous allez vers votre objectif, vous êtes à 200 km/h et les gens qui sont derrière vous, peut-être qu'ils vont plus vous suivre à ce moment-là. Donc c'est là où le management est très important, de mettre en place des processus, de mettre en place des entretiens, des évaluations, des récompenses, dire aux gens qui travaillent bien, même si vous le pensez, vous le dites en général pas assez souvent. Donc oui, surtout dans une société comme ça qui se développe très vite, le management c'est très important. Et c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, ou vous diriez que c'est 80% de terrain et 20% de théorie? Oui, je dirais 90% de terrain et 10% de théorie. Après, il y a toujours, à l'école vous allez apprendre plein de choses, ou dans les livres vous allez apprendre plein de choses, mais en fait il faut le vivre pour bien comprendre, je pense. Après, dans le management, vous avez des outils, vous avez des clés, vous avez des processus, vous avez des fichiers Excel qui vont vous aider à mettre en place ces processus de management. Mais je crois que c'est quand même au-delà de ça, c'est quand même une perception personnelle, et c'est quelque chose qui doit vous toucher, que vous devez comprendre personnellement. Et ça c'est pas un livre ou un fichier Excel qui va vous l'apprendre. Ah, ça, je suis complètement d'accord. Surtout que ça dépend aussi de l'entreprise qu'on a. Surtout que la boulangerie Bohémie, pour moi, c'est presque une boulangerie version 2.0, quoi. Vous avez un peu redynamisé le secteur, je trouve. Je suis passé plusieurs fois dans vos boutiques d'ailleurs. Les produits sont magnifiques. Je tiens à dire. Merci. Et franchement, enfin, la qualité est au top, le branding est au top. Enfin, moi, quand je suis rentré dedans, je me suis dit, mais ils ont tout compris, quoi. Il y a vraiment un esprit, il y a une vision, enfin, il y a quelque chose. Et puis les équipes, je les trouvais justement assez investies. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question. Il y a quand même des procédés en interne, et les gens se sont engagés, je pense, dans la marque. Oui, on essaye, nous on a beaucoup de gens qui rentrent, on se développe très vite, donc on essaye quand les gens arrivent de les faire rentrer, de les former, de leur donner nos valeurs, de leur donner aussi du sens, pour leur dire voilà où on est aujourd'hui, voilà où on veut aller, et voilà comment vous vous inscrivez dans ce schéma-là. Donc c'est des choses qu'on essaye de faire, je vais pas dire qu'on y arrive à chaque fois pour tout le monde, mais c'est des choses qu'on essaye de faire. Et en plus à boulangerie c'est particulièrement difficile de faire ça, parce que dans une boîte normale, vous allez être 150 dans un bureau, vous pouvez très bien à un moment donné dire allez, tout le monde se réunit et on fait un point. Une boulangerie, on est sur 4, 5, 6 points différents, on est déjà sur 2 pays, on travaille 7 jours sur 7, on démarre à 1h du matin, on finit à 22h le soir. Donc ne serait-ce que réunir tout le monde au même endroit, c'est pas possible. Donc ça oblige aussi en termes de management à être beaucoup plus organisé si on veut pouvoir s'adresser à tout le monde régulièrement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est une parfaite transition pour ma prochaine question. J'allais venir justement sur enfin, vous savez, dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, de la gastronomie, on traverse un peu une crise depuis la crise sanitaire. Je voulais savoir, enfin, à votre avis, pourquoi il y a autant d'emplois qui sont vacants dans les métiers de l'hôtellerie-restauration et de la gastronomie? Je crois que c'est des métiers qui sont quand même globalement plus difficiles que la moyenne. En termes d'intensité, en termes d'horaire. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui déjà par rapport à ça peuvent parfois bloquer certaines personnes. Et après, je pense qu'il y a aussi un côté, c'est que c'est des métiers qui n'ont pas été forcément suffisamment mis en valeur. C'est des métiers très importants, c'est des métiers qui représentent un savoir-faire français qui est quasiment unique. Et pendant longtemps, c'est des métiers qu'on n'a pas trop mis en avant. Alors maintenant, c'est que c'est des choses qui changent. Les pâtissiers, les cuisiniers notamment, deviennent presque des stars des réseaux sociaux. Donc ça valorise les choses qu'il y a plus de gens qui aujourd'hui rêvent d'être cuisiniers ou pâtissiers qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc ça, c'est bien. Et après, je pense qu'il y a un aspect aussi très concret, c'est la rémunération. C'est des métiers qui sont difficiles, qui sont importants, qu'il faut mieux rémunérer. Donc on essaye, nous de notre côté, de faire le plus possible par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est quand même assez inflationniste. On a de plus en plus de charges, que ce soit pour l'énergie, les matières premières et même pour les taxes. Donc c'est un peu dommage. Moi, je trouve un peu dommage que ces métiers-là soient aussi beaucoup taxés, et que paradoxalement, plus vous payez les gens, plus vous êtes taxés. Ouais, ça c'est aberrant. C'est un peu illogique. Ouais, j'en parlais, je crois, avec plusieurs chefs d'entreprise. Enfin, ils avaient presque l'impression d'être punis de réussir presque. Moi je parle même pas de moi, pas chef d'entreprise, mais si le taux de charge, par exemple, sera plus élevé si vous payez mieux les gens que si vous les payez au SMIC.
C'est un petit peu bizarre, on pourrait imaginer que si vous payez les gens le minimum possible, quelque part, on ne fasse pas de cadeau, et que si vous dites, OK, j'augmente tout le monde de 20% par rapport au SMIC, vous ayez un petit coup de pouce en termes de charge. Là, c'est l'inverse. Ouais. C'est que si vous allez payer mieux les gens, votre taux de charge, alors le salaire il va monter, donc ça a plus de charge, ça c'est logique, et même le taux de charge sera plus important. Ouais. Ce qui est un peu pour moi une aberration. Il faudrait que les gens, pour moi, personne gagne le SMIC chez nous, parce que j'estime que c'est pas un salaire assez élevé pour vivre correctement. Donc, ce serait bien qu'on encourage les chefs d'entreprise à ne pas payer les gens SMIC. Ouais, c'est génial. Ça fait partie aussi de votre culture d'entreprise que vous avez réussi à créer chez Bohémie. Vous avez à cœur ça, justement, la rémunération et le fait de bien traiter votre personnel. En fait, c'est de la culture, mais c'est aussi une équation économique. Donc nous, on a fait un choix de définir des prix de produits qui nous paraissent justes. Juste c'est pour les clients, mais c'est aussi juste pour la rémunération des équipes. Donc si vous vendez tous les produits à prix bradé, forcément vous allez devoir chercher de la marge sur les matières premières ou sur les équipes. Nous, on préfère de temps en temps passer des augmentations de prix légères, on parle de centimes, mais qui vont permettre de dégager des primes, de dégager un avantage salarié, pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre le client, la société et les salariés, pour que tout le monde y trouve son compte. Ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression que justement les entreprises qui sortent un peu leur épingle du jeu, c'est ça, ils arrivent à fédérer, à créer de l'humain dans l'entreprise, et justement, ça permet à l'entreprise de croître et d'être dans un bon environnement de travail, en fait. Oui, c'est un cercle vertueux. Si vos salariés sont heureux, s'ils sont heureux de venir, ils vont bien accueillir vos clients vont le percevoir, donc ils seront prêts à revenir, ils seront peut-être à payer quelques centimes de plus par rapport à la société d'à côté. Donc c'est un cercle qui s'auto-alimente. Et à l'inverse, si vos clients sont pas contents, ils vont maltraiter. Si vos salariés sont pas contents, ils vont maltraiter vos clients, et on rentre dans un cercle négatif, une spirale négative. Donc je pense que tout le monde a à y gagner. Il faut trouver, c'est une question d'équilibre. Il faut trouver le bon équilibre entre l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt des équipes et l'intérêt des clients. Ouais, passionnant. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai eu l'idée de vous contacter parce que j'ai vu votre livre à la Fnac de la boulangerie Bohémie. Et en le feuilletant, j'ai vu l'intro où vous parlez justement de vous, ce que vous auriez aimé avoir avec votre associé, des conseils quand vous vous êtes lancé. Vous pensez qu'il y a un manque d'accompagnement quand on crée une boulangerie-pâtisserie ou n'importe quelle entreprise dans la gastronomie, l'hôtellerie-restauration, et il y a un manque d'aide ou d'information par rapport à ça? Manque, je sais pas, parce que je pense que c'est le rôle du chef d'entreprise quand vous créez un projet d'aller vous renseigner. Donc c'est vrai que dans l'idéal, vous aimeriez avoir un endroit où tout est expliqué. Après c'est compliqué parce que on peut pas avoir tout réuni, puis chaque projet est différent. D'où on revient sur le point précédent qui était la curiosité. Je pense que quand vous développez un nouveau projet, il faut être curieux, il faut aller se former, il faut aller voir des artisans, il faut rencontrer des gens qui ont déjà fait ça, il faut écouter des podcasts, il faut lire des livres. Toute l'information est là. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'informations qu'aujourd'hui. Donc vous en avez partout. Vous avez des livres, vous avez des podcasts, vous avez des vidéos sur YouTube, etc. Donc tout est là. Il faut juste aller chercher un petit peu à droite à gauche, mais vous avez tellement d'éléments que vous n'aviez pas il y a 20 ou 25 ans. Donc moi, ce que je conseillerais à des gens qui se lancent, c'est n'hésitez pas à lire des livres, à écouter des podcasts. Il y a plein de gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, et il y a plein de leçons à retenir de ces gens-là. Ah bien sûr. Et puis il me semble aussi dans le livre vous disiez au début c'était compliqué de savoir le prix d'un four moyen, parce qu'il y a des gens qui essayaient aussi de vous vendre des fours plus chers. Ça peut être intimidant, je pense, au début. Alors, quand vous démarrez, vous allez faire des erreurs, c'est évident. L'idée c'est d'en faire le moins possible, mais effectivement quand vous démarrez, par rapport à un vendeur de four qui fait ça depuis 25 ans, vous n'êtes pas sur un pied d'égalité. Donc lui, il a l'expérience, il sait, vous avez peur de mal faire, vous avez peur de ne pas choisir le bon four, de prendre un mauvais produit. Mais ça, malheureusement, il faut démarrer, il faut faire des petites erreurs les plus petites possibles. Il faut les faire les plus petites possibles. Mais ensuite, avec l'expérience, vous apprenez, et vous essayez surtout de ne pas reproduire les erreurs que vous avez déjà commises.
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un parallèle un peu avec le sport et les arts martiaux. Enfin, l'adversaire qui a un peu plus d'expérience, bah, du coup, il va essayer de ses techniques et vous, bah, vous arrivez, vous êtes un peu débutant, donc vous êtes obligé d'adapter, chercher. Enfin, il y a vraiment, je trouve vraiment un parallèle avec le sport. Il y a, c'est, Ah oui, tout à fait. Ah oui, non, tout à fait. ouais, non, mais moi, je trouve ça fou à chaque fois. Euh, bon, on arrive bientôt à la fin du podcast, Monsieur Bandé, donc on va passer sur, on va dire un final où je pose trois dernières questions. La D'accord. première, je vais vous demander de vous imaginer. Imaginons que vous pouvez vous remonter dans le temps et donner un conseil à votre vous-même de 20 ans. Quel conseil vous donneriez à cette personne-là? Ah, c'est une question difficile. Déjà, peut-être je ne vous donnerai pas de conseils, dans le sens où j'ai eu un parcours qui est ce qu'il est et qui pour l'instant me va bien. Donc je me dis, j'ai pas forcément envie, en donnant un conseil, de changer ça. Euh, Après, si vraiment je devais me donner un conseil, peut-être que je dirais d'avoir plus confiance en moi et de croire plus en mes capacités. Je pense que j'ai perdu un petit peu de temps peut-être au début en me disant que je ne serais pas capable de faire telle ou telle chose. Et en fait, on s'aperçoit que personne n'est au-dessus des autres et il faut travailler, il faut essayer et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et il y a un moment où du coup vous avez douté sur vos capacités ou il y avait... Oh oui, de tout le temps. Ah oui, oui, de tout le temps. Enfin, même maintenant, je pense, mais après, moins, parce que quand vous avez... moi, je travaille depuis 25 ans maintenant, donc je doutais un peu moins, mais oui, je pense que... Enfin, et puis, je pense que douter, c'est bien. C'est-à-dire que si vous arrivez à 20 ans en vous disant, ouais, je suis le meilleur, vous allez voir, je vais y arriver, je pense pas que vous allez aller très loin. Donc, Hmm, douter, c'est bien, mais dans une... voilà, il faut... Je dirais qu'un bon entrepreneur, c'est un mélange entre du doute permanent et une sorte de confiance en soi quand même un peu latente. Il faut un équilibre entre les deux. C'est un peu, voilà, c'est un peu les deux jambes sur lesquelles vous marchez, et c'est bien d'avoir les deux. ouais, on revient à l'équilibre en fait, c'est ça. Avoir les deux et pas être dans les Ah bah, de toute extrêmes. façon, tout est une entreprise, un projet d'entreprise, c'est des milliers de décisions que vous prenez tous les jours. Donc c'est toujours une question d'équilibre, de faire des choix entre entreprises, entre vos clients, entre vos salariés, entre vos aspirations personnelles, entre la finance, entre l'investissement, entre les achats, entre la pub. Il faut faire des choix en permanence et il n'y a pas un choix externe qui ne fonctionne pas. Il faut toujours trouver une espèce de voie médiane qui vous amènera vers le succès. Ouais, passionnant. Enfin, passionnant. Ma deuxième question, c'est quel livre, contenu, film, podcast vous a le plus marqué et que vous recommanderiez? Alors moi, j'en lis pas mal, enfin, surtout depuis quelques temps. J'aime bien les livres de management et les biographies d'entrepreneurs, parce que je trouve qu'il y a toujours des petites choses à récupérer qui peuvent s'appliquer à mon propre cas. Là, en ce moment, enfin, j'ai un livre qui est écrit par le fondateur de Netflix Mhm, euh, qui s'appelle La règle, pas de règle, et qui en fait donc il s'appelle Reed Hastings, le créateur de Netflix, et qui mhm. en fait explique un peu sa vision de l'entreprise et comment il a développé Netflix. Donc c'est intéressant parce que c'est très très différent de ce qu'on fait nous, déjà parce que c'est américain, donc c'est très anglo-saxon Ouais. dans l'approche. Mm. Et puis c'est sur une boîte mondiale qui fait des milliards, qui est développée en 25 ans, donc c'est Ouais. très différent d'une boulangerie. Mais je trouve que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir des choses très différentes et de se dire, ok, ça et ça, c'est pas pour moi parce que c'est très différent. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a plein de points communs. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé lire les livres d'autres entrepreneurs parce que ça, on se rend compte en fait que des choses qui nous paraissent uniques et des problèmes qui nous paraissent vraiment personnels sont en fait partagés par plein de gens. Ah, c'est fou comme la lecture d'expériences d'autres personnes. C'est pour ça que vous disiez les podcasts c'est important, la lecture c'est important. Parce qu'en fait, oui, comme vous dites, il y a des gens qui ont déjà eu les mêmes problèmes que vous, des fois même en pire, et qui ont donné la solution bah, dans des contenus. Et je trouve que la culture américaine a quelque chose aussi. Enfin, il y a vraiment cet esprit partage en même temps, aller le plus loin possible. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je trouve que, encore une fois, c'était pas des choses qui étaient là il y a 10 ou 15 ans, même s'il y avait déjà des livres. Mais maintenant, vous avez vraiment accès à tout. Vous avez accès à tout par Internet. Vous avez un Kindle. Moi, j'ai un Kindle et un téléphone pour les podcasts. Rien Mhm. qu'avec ça, pour quelques dizaines d'euros, vous avez accès à du contenu que vous n'aurez pas dans n'importe quel MBA de la plus grande université américaine. Ah, Donc, vraiment, pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez vous former et apprendre plein de choses. Donc ça, vraiment, j'encourage les gens à le faire.
Ah, mais je suis convaincu qu'on peut se faire son propre MBA presque en ligne si on veut, si on va apprendre telle Ah, bah, chose. bien sûr. Ah, bah, bien sûr. Toutes les choses connues sont en ligne. Il faut juste aller les chercher, avoir un petit peu de temps. Mais effectivement, enfin, il n'y a pas de doute à avoir. Il faut aller chercher. Il faut aller se cultiver. Ah, c'est incroyable. Donc, le livre sur le fondateur de Netflix, je note ça sur ma liste pour des prochaines lectures. Ouais, en plus, c'est simple à lire. C'est pas, enfin, ça se lit vraiment comme un. C'est pas parce que je lis d'autres livres qui parfois sont un peu plus conceptuels sur entreprise. Là, c'est très sympa. Il explique comment il est passé d'un simple loueur de DVD à un Netflix qu'on connaît aujourd'hui. Hmm. Et donc, il y a toutes ces étapes et il y a plein de leçons de management. Alors, encore une fois, il y en a des très intéressantes et d'autres qui, pour moi, le sont moins, puisque très anglo-saxonnes. Mais c'est toujours intéressant de voir d'autres choses. Ouais, passionnant. Euh, Ma dernière question pour finir ce podcast, je vais vous demander comment vous voyez l'avenir de l'hôtellerie-restauration et de la gastronomie en 2050. Ah, moi, je suis très optimiste pour ce secteur-là. C'est pas le cas pour tous les secteurs parce que déjà, enfin, depuis 15-20 ans avec le e-commerce, on a vu que tout ce qui était distribution, c'est compliqué. Il y a qu'à voir toutes les grandes marques françaises de textiles qui disparaissent les unes après les autres. Et je pense que là, on est à l'aube d'une nouvelle révolution avec l'IA qui va aussi probablement faire pas mal de dégâts chez les professions libérales, chez les professions de la création, du conseil. Mais je pense que l'hôtellerie-restauration, par contre, par définition, sera toujours là. On aura toujours envie de sortir d'un Paris ou dans une ville, d'aller au restaurant, boire un verre, manger du pain, manger un gâteau. Donc je pense que c'est une industrie qui a tout l'avenir devant elle. Il n'y a Hmm. pas vraiment de menace par rapport à ça. Il y a un peu la restauration à domicile, mais finalement c'est opéré par les mêmes acteurs, c'est les restaurants qui vous livrent chez vous, donc c'est pas un nouvel acteur qui va prendre le marché. Donc je pense que c'est très positif et en plus les gens sont de plus en plus demandeurs de qualité, de produits sourcés, veulent savoir d'où viennent les produits, sont prêts à payer peut-être un petit peu plus cher et quitte à consommer un peu moins mais pour consommer mieux. Donc je pense que c'est vraiment des business qui ont 30, 40, 50 ans de développement devant eux sans aucun souci. Ah, je suis totalement d'accord et c'est pourquoi je pose cette question-là parce que vous savez notre génération on a un peu tendance à aller vers l'objet brillant et ça peut être tout ce qui est digitaux l'IA la robotique qui je suis sûr va faire quelque chose mais je veux dire la base des bases c'est que les gens ont toujours besoin de manger et boire et de se loger quoi c'est des besoins humains je trouve qu'il est important pour des gens qui ont un métier entre les mains et qui ont un savoir-faire bah, d'aller dans ces métiers-là parce que il y a de la demande et on peut faire des choses bien comme vous le faites avec Bohémie en fait. Oui, tout à fait. Il y a vraiment plein d'opportunités. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait forcément un bac plus 10, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur, de savoir coder, etc. Si vous avez de la motivation, si vous avez l'envie de réussir, c'est des métiers qui offrent plein de perspectives. Ah, c'est très fort. Je pense que c'est un très beau message de fin bah, pour l'audience qui nous écoute et qui ont envie d'entreprendre dans ces métiers-là. Monsieur Jean-François Bandé, merci beaucoup. C'était passionnant comme échange. Ah merci, c'est moi. Merci. Avec plaisir. C'était vraiment super et puis je vous souhaite vraiment bah, plein de belles choses pour le futur de Bohémie, vos projets. Moi, je vais toujours suivre attentivement ce que vous faites parce que j'adore vraiment vos produits et la marque que vous avez créée. Ah merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt et puis à ceux qui ont écouté ce podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire, une étoile et je lis tous vos messages et moi je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai créé un petit guide sur le management que vous pouvez recevoir gratuitement dans votre boîte email et en échange, vous serez inscrit à mes emails privés et vous recevrez du contenu exclusif qui apporte de la valeur.